3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est le moment ou jamais de me suivre sur Instagram. Et ouais, Trash Talk incitait un max de monde à élaborer son top 100 all-time des joueurs NBA. Alors du coup, moi aussi je me suis prêté à l'exercice. C'était très compliqué à faire et je suis plutôt fier du résultat. Du coup, sur Insta, je dévoile un joueur par jour en story depuis un peu plus d'une semaine. Et bien sûr, les places déjà dévoilées, je les mets en story à la une, comme ça vous pourrez être sûr de ne rien manquer. Mais bref, aujourd'hui, avant d'annoncer le nom des gagnants du concours avec Basket le Mag en fin de vidéo, c'est du contenu barbershop que je vous propose. Je vais tout vous raconter. Encore du barbershop? Oh que oui, ça fait pas longtemps que je l'ai créé cette playlist et je prends trop de plaisir à faire ça. En mode ancien qui vous raconte des anecdotes et des histoires. Mais bon, là j'imagine que je vous apprends rien quand je vous dis que ce week-end c'est le All-Star Game. Donc forcément le sujet est tout trouvé. On blablate pas plus longtemps, dans le sujet du jour, je vais vous lâcher sans filtre et sans limite tous les moments qui m'ont énormément marqué depuis la création du All-Star Weekend. Évidemment j'aurais kiffé vous mettre des vidéos pour illustrer tout ça, mais je veux pas prendre le risque de me faire striker. Dites-vous néanmoins que la plupart des actions dont je vais vous parler sont facilement trouvables sur YouTube. Certaines valent carrément le détour. Puis pour les plus intéressés, dites-vous que vous pourrez trouver la quasi-totalité des All-Star Games de légende en intégralité sur la plateforme. Ce serait quand même bête de passer à côté. Bref, pour revenir à nos moutons, accrochez-vous parce que la vidéo qui suit risque d'être très longue. Des histoires concernant le All-Star Weekend, j'en ai un paquet et toutes sont croustillantes. Puis vu qu'on est sur un barbershop, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de me brider. Je vais donc tenter de vous présenter du très lourd, de vous conter toutes ces anecdotes qui m'ont marqué à vie et c'est dans l'ordre chronologique que je vais vous narrer tout ça. Les anecdotes et les histoires les plus croustillantes de l'histoire du All-Star Weekend, c'est parti! Pour commencer, on part en 1953. Troisième All-Star Game de l'histoire, c'est à Fort Wayne que ça se passe. Ce que je retiens surtout, c'est le score le plus faible all-time. 79-75 pour un All-Star Game, c'est ouf non? Dans ce match, l'adresse générale était à 36% et il n'y eut pas moins de 49 lancers francs tentés. Autant être honnête, c'était à gerber. Ceux qui se plaignent parce qu'il y a trop de place pour l'attaque aujourd'hui n'ont qu'à revenir à cette époque. Le MVP fut George Mikan avec 22 points à 9 sur 26 au tir. Pas folichon du tout. Ce n'est pas un hasard si la saison suivante, l'horloge des 24 secondes fit son apparition. Allez hop, go, un an plus tard en 1954. L'Ouest se dirigeait vers la victoire et Jim Pollard avec ses 23 points s'apprêtait à soulever le trophée de MVP. Sauf que grâce à 2 lancers francs à la cuillère en mode grand-mère, George Mikan a décroché la prolongation. C'est là que Bob Cousy prit feu en scorant 10 points dans l'overtime avec en prime l'interception de la victoire. Désolé pour toi Jimbo, il s'en est fallu de peu, mais ce jour-là, le trophée de MVP était destiné à Bobby. Et tout ça dans la plus grande tradition de Cousy sans jamais dribbler de la main gauche. Revenons à l'année 1957 maintenant, une année chère à mon cœur, mes proches comprendront. Là, je veux juste me rappeler d'un shoot de malade mental. Ouais, ce jour-là, Bill Sharman a juste balancé une bombe de l'autre côté du terrain, d'une seule main, rentrée directement dans le panier. Peut-être qu'il tentait juste de faire une passe à Bob Cousy et qu'il a été ultra chanceux, on ne saura jamais. Ce dont je suis certain par contre, c'est que quand je vous dis de l'autre bout du terrain, c'est vraiment de l'autre bout du terrain. Ce panier demeure encore aujourd'hui le plus lointain de toute l'histoire du All-Star Game, incroyable. Et dites-vous que vu que la ligne à 3 points n'existait pas encore, il n'a compté que 2 points. Après ce tir de ouf, évoquons désormais une perf tout aussi folle datant de 1962. Ce jour où lors du All-Star Game, Wilt Chamberlain, en plus de ses 25 rebonds, a scoré la bagatelle de 42 points à 17 sur 23 au tir. Briller autant au scoring lorsqu'on est entouré juste de stars, c'est juste fabuleux, croyez-moi. Surtout quand on voit que ce jour-là, son équipe n'a mis que 130 points. Le record de Wilt a ensuite tenu pendant 55 ans, pas mal non? Dommage que la défaite de la conférence Est ne lui ait pas permis de remporter le trophée de MVP. Vient ensuite un moment qui dépasse complètement le cadre du basket. All-Star Game 1964, 22 minutes avant le match, les 20 joueurs sélectionnés menés par Tom Heinsohn annoncent qu'ils ne joueront pas. Le but, mettre la pression sur les propriétaires qui exploitaient allègrement les joueurs. Ouais, dites-vous bien qu'à cette époque-là, la plupart des gars étaient semi-professionnels, ne vivaient pas complètement du basket, possédaient des contrats non garantis et devaient financer eux-mêmes une partie de leur propre carrière. Dingue non, surtout quand on sait que les proprios en parallèle s'en mettaient plein les poches. Mais ce jour-là, ça allait changer, et jusqu'à 2 minutes du match, et malgré des pressions énormes, les mecs ont tenu.
C'est à ce moment que le commissionneur de l'époque, Walter Kennedy, a fini par accepter leur requête. Et ouais, il avait pas le choix, il était complètement inenvisageable d'annuler la retransmission sur ABC et tous les dollars que cette diffusion représentait. L'union des joueurs est née et les conditions se sont alors largement améliorées. Ouf. Dites-vous que sans ces révolutionnaires qui ce jour-là ont mis clairement leur coronesse sur la table, les salaires en NBA ne seraient peut-être pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Petit moment plus léger désormais en 1967. Dolph Chase, alors coach des Sixers, venait d'être limogé alors qu'il devait représenter la conférence Est. Il fallait vite lui trouver un remplaçant et la NBA a décidé de nommer Red Auerbach, légende au coaching des Celtics, titulaire de 9 bagues avec eux. Quoi de mieux pour rendre hommage à ce mec qui venait de prendre sa retraite quelques mois avant que de lui donner une place lors du match des étoiles. Eh bien dites-vous que cette édition, forcément, c'était sa dernière et il l'a marqué. N'ayant plus rien à perdre, Red finit expulsé après avoir à 2 reprises copieusement insulté les arbitres. Vous imaginez aujourd'hui un coach expulsé du All-Star Game? Moi non, et pourtant, à l'époque, ça n'avait quasiment surpris personne. Allez, maintenant on va en 1972, All-Star Game à Los Angeles, Jerry West est un des locaux de l'étape. Eh bien, alors qu'il y avait 110 partout, le mec, en s'offrant le game winner à une petite seconde de la fin du match, n'a jamais aussi bien porté son surnom de Mr. Clutch. Cerise sur le gâteau, il le fait en taffant comme jamais Walt Frazier, l'un de ses rivaux de l'époque. Avec seulement 13 points, West finit du coup MVP de l'événement. Il faut dire que dans sa team, seul Connie Hawkins, avec 13 points également, avait fait aussi bien que lui en termes de scoring. C'est beau. Là on fait un bond de 11 ans, non pas parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais parce que ça m'a moins marqué. Faut dire que j'étais pas né aussi, ça joue. Donc vient maintenant le All-Star Game 1983. Et oh surprise, je ne vais pas parler de basket. Je ne vais pas non plus parler des conditions de travail des joueurs. Alors à votre avis, je vais parler de quoi? Je vais parler de musique. En amont de la rencontre, Marvin Gaye, légende de la soul, a alors interprété l'hymne américain en réalisant une performance qui restera dans les annales. Oui, les concerts ont toujours eu une énorme place lors des All-Star Weekends, mais ce jour-là, le prince de la Motown a livré une prestation qui fait juste partie des meilleurs moments all-time de toute la musique. Le mec a transformé l'hymne américain en véritable tube. Je vous invite vraiment à aller checker ça, c'est légendaire. On revient au basket, l'année suivante en 1984. Là, je veux parler du gros duel de meneurs auquel nous avons eu droit. Isaiah Thomas versus Magic Johnson. Grâce à la vista de ces gars qui ont cumulé 37 passes à eux deux, le match s'est terminé après prolongation sur un score de 154-145, soit un record de points pour l'époque. Le festival de cette paire de joueurs a limite rendu inaperçu la perf de Julius Erving qui, malgré ses 34 ans, finissait meilleur scoreur du match avec 34 points. Vient ensuite le match de 1985 qui permet de soulever une anecdote assez croustillante. Ce jour-là, même si les principaux concernés ont nié les faits, Michael Jordan a clairement été snobé. Freeze out, comme disent les Américains. MJ était rookie, venait d'être élu titulaire au All-Star Game et faisait un buzz incroyable dans tout le pays. Vous l'imaginez bien, ça n'a pas plu à un mec comme Isaiah Thomas. La rumeur dit qu'à ce moment-là, le meneur des Pistons a alors motivé les gars de la sélection Ouest à ne jamais donner la balle à Michael, tout en implorant les mecs de la sélection Ouest de défendre hyper dur sur lui. Et forcé de constater que le rookie des Bulls n'a pu obtenir que 9 tirs dans un match où il aurait aimé briller. Le plus petit total de shoot pour un titulaire ce jour-là. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour la première fois maintenant, je vais parler du Slam Dunk Contest. Faut dire que nous sommes en 1986 et c'est seulement la 3e édition de ce concours. C'est à cette occasion que la légende Spud Webb est née. Du haut de son 1m70, le gars a dominé le contest de la tête et des épaules, plaçant des 3-6 et des double pumps à faire rougir les meilleurs. Il est à ce jour le plus petit gagnant de l'histoire de ce concours, devançant même Nate Robinson des années plus tard et son 1m75. Rendez-vous désormais en 1987 pour vous montrer à quel point à l'époque les gars tenaient à sortir gagnant de l'événement. 150 à 148 pour l'Est, Rolando Blackman provoque une faute. Il doit mettre ses 2 lancers pour obtenir la prolongue. La foule est clairement en délire, mais c'est pas tout, les mecs de la conférence Est le huent pendant que ses coéquipiers l'encouragent. Dans ce capharnaüm de taré, Blackman met le premier. Et lors du deuxième, alors que le ballon quitte à peine sa main, il hurle. La confiance bébé, la confiance! La gonfle termine ensuite sa course dans le cercle. Julius Erving est dégoûté et l'Ouest remporte finalement le match en overtime. 1988, All-Star Weekend à Chicago. Un homme a décidé de s'approprier pour de bon les clés de la ville. Cet homme, vous avez forcément deviné qui il est, Michael Jordan. Déjà, place au Slam Dunk Contest. Dans l'un des concours les plus chauds et les plus tendus de l'histoire, Michael Jordan s'empare du trophée face à l'un de ses rivaux de l'époque, Dominique Wilkins, après un duel digne d'un combat de poids lourd. Son dunk depuis la ligne des lancers francs est resté dans la légende. Mais ce n'est pas tout, parce que le lendemain, c'est l'heure du All-Star Game. 40 points, 8 rebonds, 4 interceptions et 4 contres dans une victoire de l'Est 138 à 133. MJ était juste partout en attaque
attaque comme en défense. C'est donc logiquement qu'il remporte le titre de MVP, devenant alors définitivement le héros de tout l'Illinois. Sauf que dans cette édition, Michael Jordan n'a pas été le seul à briller. Parce que ouais, il y avait le concours de dunk, le All-Star Game, mais aussi le concours de shoot à 3 points. Déjà vainqueur des éditions 1986 et 1987, Larry Bird arrive alors plein de confiance. C'est ainsi qu'il débarque dans le vestiaire pour demander à ses adversaires du soir: alors, lequel d'entre vous va finir deuxième derrière moi? Une trentaine de minutes plus tard, Larry Legend levait le doigt au ciel et remportait son 3e concours à 3 points consécutif. Tout ça sans jamais avoir quitté sa veste d'échauffement. À cette époque, les concours étaient vraiment cool. Voilà pourquoi je vais maintenant évoquer le Slam Dunk Contest 1991. Là, il y a un tomard qui m'a marqué. Le rookie Dee Brown gonfle ses pumps, prend de l'élan et explose le ballon dans le cercle en se cachant les yeux avec son avant-bras. Grâce à ça, il remporte ce concours de dunk. L'image a fait le tour du monde, j'avais même le poster dans ma chambre. Dee Brown, l'inventeur du dab avant l'heure. Là, on reste sur la même année 1991 et on évoque le concours à 3 points. Craig Hodges, vous connaissez? Oui, il y a des chances. N'empêche que parmi les joueurs qui ont participé à un All-Star Weekend, il n'est clairement pas celui qui a le plus de fame. Bah ouais, le gars ne tourne qu'à 8 points par match en carrière. Sauf que cette année-là, dans le concours à 3 points, il a rentré 19 tirs à longue distance de suite. Ouais, 19 de suite sur un total de 25 tirs, les 19 premiers. Dites-vous qu'aujourd'hui, cette série record tient toujours et a sûrement encore de belles années devant elle. Rendez-vous compte, derrière Hodges, le joueur qui a fait la meilleure série de l'histoire de ce concours, c'est Stephen Curry en 2015 avec 13, ouais, 6 de moins. Ce jour de 1991, Hodges mit un total de 25 points, ce qui correspond également à un record all-time sur ce format en 30 points. Notons qu'en 2008, Jason Capono l'a égalé, sauf que lui n'a pas mis plus de 10 tirs primés consécutifs. Bien avant le Celebrity Game, on avait droit au Legends Classic, un match qui n'opposait que d'anciennes gloires de la NBA. Ce que j'aimais bien, c'est que ces gars-là, bien que retraités, possédaient un énorme ego. Personne ne voulait perdre, c'est le moins que l'on puisse dire. Par contre, des gaziers de 40 ans qui veulent mettre de l'intensité alors qu'ils ont pris du bide et ne s'entraînent plus, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. En 1992, David Thompson et Norm Nixon finirent d'ailleurs tous les deux à l'hosto pour une blessure à la jambe. Cet événement fut ensuite très vite annulé dès l'année 1993. Mais plus que pour le Legends Classic, le All-Star Game 1992 fut vraiment marquant. Oui, quelques mois plus tôt, Magic Johnson avait annoncé sa retraite NBA en dévoilant sa séropositivité. Et bien qu'il n'ait pas joué un seul match de la saison, les fans l'élurent quand même dans le 5 de départ du All-Star Game. Karl Malone a bien fait des déclarations douteuses à propos du virus du sida, mais ça n'a rien changé. Le meneur des Lakers avait décidé d'écouter les fans et d'aller prendre du plaisir une dernière fois avec ses potes. Il a eu raison, car à Orlando, il a fait le show avec 25 points et 9 passes décisives dans une victoire écrasante de l'Ouest remplie d'émotions. Tour à tour, Magic a affronté ses rivaux de toujours en 1 contre 1, de Michael Jordan à Isaiah Thomas. Et quand à 15 secondes de la fin, il met un 3 points sur la face du meneur des Pistons, la rencontre se stoppe immédiatement en mode apothéose. Tout le monde vient congratuler la légende des Lakers et la foule est en délire. Armé de son sourire légendaire, Magic pouvait désormais dire bye bye à la NBA, le trophée de MVP du All-Star Game en poche. Ce moment est probablement l'un des plus mémorables de l'histoire de ces week-ends. Et si vous ne comprenez pas ce surplus d'émotions, dites-vous bien qu'à l'époque, les savoirs qu'il y avait sur le virus du sida n'étaient pas du tout ceux que nous détenons aujourd'hui. Beaucoup pensaient alors que Magic ne survivrait pas plus de quelques mois après ce All-Star Game. Évoquons maintenant le match de 1996 comme l'un des symboles réunissant l'un des plus beaux duos de l'histoire, John Stockton et Karl Malone. À cette occasion, les deux joueurs du Jazz ont tout fait pour battre la sélection de l'Est 135 à 132 dans leur rentre de Salt Lake City. 28 points pour l'ailier fort, 15 passes décisives pour le meneur. Impossible de les départager pour le trophée de MVP, la perf de l'un ne pouvant pas être dissociée de la perf de l'autre. Ils finirent donc co-MVP, levant le trophée à deux pour une photo rentrée dans l'histoire de la balle orange. Il faut dire qu'elle représente tellement bien le lien et la complémentarité qu'il y avait entre ces deux légendes de l'Utah. 1994 est une année vraiment particulière pour moi quand on parle de All-Star Game. J'avais même pas encore 10 ans et c'est la première fois que j'ai pu suivre les événements en direct. Ouais, j'arrivais à descendre les escaliers discretos en évitant les marches qui craquaient pour allumer la télé sans réveiller mes parents. Un premier All-Star Weekend en live, je vous le dis, ça marque une vie. Et pour commencer, je me rappelle vraiment bien du concours de dunk. Isaiah Rider, tout le monde connaît ce nom. Bah ouais, tout le monde sait ce que c'est un rider quoi, un dunk en faisant passer le ballon entre ses jambes. Par contre, les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais cette appellation vient de ce mec, Isaiah Rider, le premier à avoir réalisé un tel dunk dans un slam dunk contest. Dites-vous qu'à l'époque c'était jamais vu et le truc était carrément hallucinant. Le mec avait d'ailleurs lui-même très joliment surnommé Stomar le East Bay Funk Dunk. Cool nom, mais c'est vrai que je trouve que Rider c'est beaucoup plus simple à dire. Avant de finir sur cette anecdote, voilà un petit truc pour les anciens. Vous vous rappelez des Animagics? Dans un magazine qui s'appelait MVP Basket, il y avait pas de poster mais il y avait ce truc là, un ensemble d'images cartonnées qu'il fallait relier avec un élastique. Il suffisait ensuite de les faire défiler avec son pouce pour voir toute une
une action de la NBA à la manière d'un dessin animé. Je kiffais trop, c'était un peu l'ancêtre de YouTube en vrai. On pouvait revoir des highlights à l'infini. Et si je dis tout ça, c'est pour vous confier qu'en vrai, j'ai dû regarder un bon millier de fois ce dunk d'Isaiah Rider. Mais bien sûr, mon plus gros souvenir de cette première expérience, c'est le All-Star Game. Et ouais, lors de ce match des étoiles, un gars nommé Scottie Pippen a fait le show. Tu sentais qu'il avait à cœur de prouver des choses, montrer à la terre entière en fait qu'il pouvait exister sans Michael Jordan. Et bien ce jour-là, il a stoppé tous les débats. Muni de ses chaussures rouges alors inédites, il a survolé la partie, 29 points, 11 rebonds et un trophée de MVP à la clé. Je me rappelle ensuite des caprices que j'ai fait à mes parents pour qu'ils me payent ces shoes. Bah ils ont eu raison, elles valaient très cher, je grandissais encore des pieds et ils n'ont pas cédé. Je me les suis moi-même achetés bien des années après, quand mon 43 ne bougeait plus. Go maintenant en 1996 pour un nouveau Slam Dunk Contest. Ce concours où Brent Barry a montré que les Blancs savaient bel et bien sauter malgré ce qu'en dit le titre du film de Ron Shelton. Ouais, ce jour-là, l'arrière des Clippers a lui aussi fait péter son dunk de la ligne des lancers francs. Sauf que lui a pris appel au moins un pied plus loin que Michael Jordan ou Julius Erving avant lui. Easy. Notons pour la petite histoire que son trophée lui sert désormais de coupelle à bonbons. On continue toujours en 1996 lors du All-Star Game cette fois-ci. Là, on va probablement parler de l'un des tomards les plus puissants que j'ai vu de ma vie dans un match des étoiles. Ce dunk où Shaquille O'Neal a littéralement explosé son grand rival de l'époque, David Robinson. 2 pas d'élan, un tomahawk, une célébration devenue mythique et l'amiral prenait définitivement l'eau. Voici un moment moins mythique de l'histoire. Enfin si, il est mythique, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Oui, en 1997, nous avons eu le droit à l'un des pires concours, si ce n'est le pire concours de dunk de l'histoire. En cerise sur le gâteau, Michael Finley qui en finale tente de claquer la balle dans le cercle après avoir fait la roue. Sauf que problème numéro 1, Michael Finley ne savait pas du tout, mais pas du tout faire la roue. Il nous a fait un truc ridicule à ras du sol, même moi en Staps je faisais mieux. Et problème numéro 2, Finley a récupéré la balle mais n'a même pas mis le dunk derrière. Gros fail. J'avais honte pour lui honnêtement. Cette performance pitoyable n'est d'ailleurs sûrement pas étrangère à l'annulation du concours l'année suivante en 1998. Mais bon, cette année 1997 n'a pas été seulement marquée par les fails. Heureusement d'ailleurs car ce All-Star Weekend avait pour objectif de célébrer les 50 ans de la NBA. Pour l'occasion, la Ligue organisa une cérémonie légendaire en élisant les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Et même s'il y eut quelques polémiques, comme l'absence de Dominique Wilkins par exemple, c'est plutôt autre chose qu'on retiendra. Jamais autant de légendes du basket ayant marqué leur génération n'avaient été réunies au centimètre carré, et soyons lucides, ce n'est pas près d'arriver à nouveau. Franchement, c'était la classe absolue. Un moment de légende réunissant sur le même parquet toute l'histoire du basketball. Seul Pete Maravich, malheureusement décédé, manquait à l'appel. En tout cas, qu'est-ce qu'ils étaient swag tous avec leur blouson 50. Ça aussi, j'aurais bien aimé en avoir un. En 1998, une autre légende disputait son premier All-Star Game, Kobe Bryant. Face à son idole de jeunesse, Michael Jordan, il tenait à sortir le grand jeu. Gros dunk, tirage de langue, trash talk, avec 18 points, Kobe termine meilleur marqueur de la sélection Ouest. Sauf que le numéro 23 des Bulls n'allait pas se laisser défier de la sorte par un genou. 24 points pour lui, des fade-away et des feintes incroyables. Rajoute à ça la victoire, puis le trophée de MVP. Ce duel, c'est bien son Altesse qui l'a remporté. Kobe, t'en fais pas, tu brilleras lors de ces week-ends, mais ce n'est pas pour tout de suite. Rendez-vous maintenant en 2000, lors du premier Rising Stars Challenge qui opposait les rookies et les sophomores. Ce jour-là, l'une des plus belles actions qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie prit place sous mes yeux. Jason Williams pénètre, fixe la main au dôme et envoie une passe du coude millimétrée directement dans les mains de Raef LaFrentz. Une passe avec le coude, vous imaginez le truc? 1000 fois j'ai essayé de reproduire ce bail sur les playgrounds ou les parquets, jamais ce n'est arrivé là où je voulais. Cette action elle était clairement à l'image de Jay Will, l'un des meneurs de jeu les plus spectaculaires balle en main de toute l'histoire de la NBA. Et vous avez capté avec le maillot derrière, je l'appréciais beaucoup. Cette année 2000 fut également celle d'un concours de dunk à placer très haut dans les livres d'histoire. Ce concours où Vince Carter a tout explosé sur son passage. Un dunk terminé avec tout l'avant-bras dans le cercle, un alley-oop balancé par T-Mac conclu between the legs. Le contest était plié, it's over, comme l'a si bien dit Vince Aniti à la caméra en redescendant sur Terre. En 2001 eut ensuite lieu l'un des matchs des étoiles qui m'a le plus fait vibrer. Déjà parce que j'étais fan d'Iverson, bien évidemment, mais aussi parce que le scénario fut l'un des plus incroyables de l'histoire du All-Star Game. À 9 minutes de la fin, la sélection Est était menée de 21 points. Autant dire que tout le monde les avait déjà enterrés. C'est là que AI, bien accompagné par Dikembe Mutombo en défense et par Stephen Marbury derrière la ligne à 3 points, décide de sonner la charge. 15 points pour lui dans la période pour finalement s'imposer 111 à 110 et choper le trophée de MVP. Hasard ou non, quelques
quelques jours après, Dikembe Mutombo se faisait transférer à Philly. Et si je vous dis qu'en plus à ce moment-là c'était Larry Brown, le coach des Sixers, qui représentait la conférence Est, qui avait donc sous ses ordres Mutombo et Iverson, cela n'a plus rien d'une coïncidence. Tant qu'on parle de Philadelphie, évoquons le All-Star Game suivant, qui justement se déroulait dans la ville de l'amour fraternel. Si le dunk de T-Mac avec son autopass contre la planche m'a clairement scotché, ce n'est pas ça que j'ai le plus retenu dans cette édition. Ouais, car Kobe Bryant, natif de Philadelphie, terminait MVP avec une perf énorme à 31 points sous les huées du public. Pourquoi sous les huées alors que le mec est un local? Parce que Kobe et ses Lakers, l'année d'avant, avaient battu en finale les 76ers d'Allen Iverson. Le public de la franchise de Pennsylvanie a la rancune tenace. On va désormais parler pour la deuxième fois d'un Rising Stars. Celui de 2003 où Jason Richardson n'a clairement pas respecté Carlos Boozer. Déjà les sophomores ont gagné facilement de 20 points, y a manque de respect pour les rookies. Mais c'est pas tout. En pleine époque End One Mixtape, l'arrière n'a pas hésité une seule seconde à faire rebondir le ballon sur le crâne de Boozer avant de rentrer un jump shoot. Aïe, va te cacher Carlos. Niveau confiance en lui, Jay Rich ce week-end-là était sur une autre planète. Il l'a prouvé en remportant juste après son deuxième concours de dunk consécutif. Vous vous rappelez quand l'on parlait d'émotion pour le dernier All-Star Game de Magic en 1992? Eh bien celui de 2003 n'est pas mal non plus dans son genre. Ouais, il s'agit du tout dernier de Michael Jordan et des choses cool il s'en est passé. Pour commencer, Vince Carter laisse sa place à MJ dans le 5 de départ, respect. À la mi-temps, Mariah Carey lui lance un hommage épique en chantant Hero dans une robe à l'effigie du numéro 23. Pas du tout fan de ce genre de diva, je suis pourtant resté sur le cul, waouh. S'ensuit un discours de Jordan très ému expliquant qu'il était heureux de laisser la NBA entre de très bonnes mains. Plutôt classe, mais le meilleur est à suivre. À quelques secondes de la fin du match, MJ rentre un fadeaway comme à l'époque au nez et à la barbe d'un Sean Marion à qui on ne peut rien reprocher défensivement. Il permet alors à la sélection Est de mener 138 à 136. Mais sur l'action d'après, les arbitres sifflent une faute pas loin d'être imaginaire sur Kobe qui amène alors le match en prolongation. Avant le buzzer, Jordan retente une action similaire mais cette fois-ci Marion le contre. L'Est perd ensuite dans l'overtime. Dommage car sans cette faute qui représente pour moi une erreur d'arbitrage, MJ aurait pu finir sa carrière au All-Star Game sur un game winner. Et puis aussi Iverson et ses 35 points auraient clairement pu prétendre au trophée de MVP. Ah, petit truc que j'aime bien maintenant. Vous vous rappelez quand je vous parlais du Slam Dunk Contest 1997 avec Michael Finlay qui avait voulu dunker après avoir fait la roue? Eh bien en 2005, Chris Andersen a fait presque pire. Après avoir annoncé au préalable qu'il allait survoler le concours, le Birdman n'a pas eu besoin de moins de 15 essais pour réussir 2 dunks. Horrible, c'est à cause de lui que la NBA a instauré les années suivantes une limite de temps pour les phases éliminatoires. Sauf que des dunks lors de ce week-end-là, il y en a aussi eu des vrais, notamment lors du All-Star Game. Tout à l'heure, je n'ai que brièvement évoqué l'autopass de T-Mac contre la planche en 2002. Tout ça parce que j'ai préféré celle de Vince Carter 3 ans plus tard. Ok, c'était moins novateur vu que son cousin l'avait déjà fait, mais le gars est allé chercher la balle tellement haut. Carter semblait réellement planer au-dessus des autres joueurs. Il y avait lui dans le ciel et les autres en bas qu'il regardait voler. Puis cerise sur le gâteau, qui est-ce qui défendait sur lui au départ de l'action? Je vous le donne en mille, Tracy McGrady. Évoquons désormais le concours de dunk 2006. Ce slam dunk contest où, selon moi, André Iguodala s'est carrément fait voler. Ce jour-là, il a fait l'un des plus gros dunks de l'histoire de cet événement en récupérant une passe d'Iverson derrière la planche pour faire un reverse dunk. Il a même dû baisser la tête pour ne pas se cogner contre le Blexy comme il l'avait fait lors de l'essai précédent. Mais bon, scandale, à la fin, c'est Nate Robinson et ses 1m75 qui ont obtenu le trophée. Ouais, ce mec qui en finale a eu besoin de 14 essais pour réussir un dunk ou encore qui s'est contenté de sauter par-dessus Spud Webb. Ok, l'hommage est beau, mais je rappelle que Spud Webb c'est pas Frédéric Weiss, il ne fait qu'1m70. Même Kobe dans le public était outré par la décision des juges. Bon, on a parlé de basket, de dunk, de shoot à 3 points, de musique et même de grève. Mais jusque-là, jamais on a parlé de danse. Et pourtant, le battle ayant eu lieu en 2007 entre Shaquille O'Neal, LeBron James et Dwight Howard était juste épique. Sans trop de doute, le moment le plus funky de l'histoire du All-Star Game. Je vous invite vivement à aller checker ça d'urgence si vous ne voyez pas de quoi je parle et que vous voulez rire un bon coup. Dans les concours de dunk que j'ai kiffé, je veux parler de celui de 2008 aussi. Si c'est Dwight Howard qui s'en est tiré grâce à son dunk en mode Superman avec sa cape rouge, les tomards qui m'ont le plus marqué appartiennent à Gerald Green. Le mec a réussi un rider en chaussettes, mais a aussi soufflé une bougie sur un cupcake posé sur l'arceau avant d'exploser la balle dans le panier. Franchement, j'avais jamais vu ça, j'avais trouvé les idées énormes. Mais bon, peut-être que pour l'époque, le gars n'était pas assez bankable, ou peut-être trop original, trop novateur. Ou alors peut-être que c'est juste que ça la foutait mal par rapport aux sponsors ou aux marques de pompe que la NBA sorte des posters d'un vainqueur en chaussettes. Hashtag complot. Je profite aussi du fait que nous soyons en 2008 pour évoquer un concours dont nous n'avons pas du tout parlé jusque-là, le Skills Challenge. Alors que nous en étions à la 6
6e édition de ce concours des meneurs, Deron Williams a fait péter le record en finissant le parcours en 25 secondes 5, battant alors le Steve Nash de 2005 de 3 dixièmes. Rapide, très rapide, ce temps depuis n'a jamais été dépassé à nouveau. Puis vu que 2008 c'était une grosse année, parlons du All-Star Game aussi. Et plus particulièrement d'une action qui m'a fait me lever de mon canapé. Et vu comment je suis feignant, il en faut beaucoup pour me faire lever en plein milieu de la nuit. Je rappelle le contexte, moins d'une minute à jouer, 125 partout. LeBron James prend... Wow. LeBron James prend la balle d'autorité à Jason Kidd et remonte le terrain. Là, il crosse Amar'e Stoudemire et pose un gros tomard malgré la présence de 4 joueurs adverses dans la peinture. Chris Paul, Dirk Nowitzki, Tim Duncan et Amar'e Stoudemire, rien que ça. L'Est s'impose ensuite 134 à 128 et LeBron James empoche son 2e trophée de MVP du All-Star Game en carrière. Bon, vous l'avez compris je pense, depuis le début de cette vidéo, le All-Star Game c'est du spectacle mais aussi des symboles marquants. Celui de 2009 était plutôt pas mal de ces deux points de vue. Déjà, niveau spectacle, la chorégraphie d'un Shaquille O'Neal masqué en compagnie des Jabberwockies lors de la présentation des joueurs était plutôt épique. Mais il y a eu encore plus dans ce match des étoiles. Séparés depuis 2004, Kobe et Shaq ne cessent de se faire la guerre par médias interposés. Après son passage à Miami, le Big Cactus est transféré à Phoenix. Il est donc de retour à l'ouest et pour la première fois depuis la séparation, il va porter le même maillot que son meilleur ennemi. Ce fut une réussite, 27 points pour Kobe et 17 pour Shaq en seulement 11 minutes de jeu. Ceci marqua en suivant le début d'une réconciliation nécessaire entre les deux anciens coéquipiers. Le symbole était plutôt pas mal aussi, non ? Nouveau détour au Rising Stars, celui de 2013 cette fois-ci. On parlait de manque de respect de Jason Richardson envers Carlos Boozer tout à l'heure, vous vous rappelez? Ce qu'a fait Kyrie Irving à Brandon Knight ce jour-là est au moins du même acabit. Cross à gauche, cross à droite, tricotage, hésitation, dribble dans le dos, step back, tout ça à une vitesse folle. L'ex-meneur des Cavs a fait danser son vis-à-vis avant de lui casser les chevilles et de le regarder mordre la poussière en prenant son tir. Ouch. Franchement, Brandon Knight avec du recul, il aura pris sacrément cher dans sa carrière. Lors de cette année 2013, j'ai un petit coup de cœur aussi. Un truc encore lié au Slam Dunk Contest. Parlons donc de Jeremy Evans. Le gars prend son élan, saute par-dessus un mystérieux objet caché sous un rideau noir, atterrit et lève le voile. Il s'agissait d'une peinture préalablement réalisée par le joueur du Jazz himself, représentant exactement le dunk qu'il allait poser. Inception style. Je me rends compte que malgré toutes les anecdotes qu'on a déjà évoquées, je n'ai pas parlé du Shooting Stars. Vous savez, ce concours de tir par équipe et par spot impliquant un joueur NBA, une joueuse WNBA et une légende. Et bien à ce petit jeu-là, il y a une team qui a tout pété. Celle qui était composée de Chris Bosh, Swing Cash et Dominic Wilkins. Lors du All-Star Weekend 2015, ils ont remporté ce concours pour la 3e fois consécutive, asseyant ainsi leur domination dans ce contest pour l'éternité. L'année d'après, la NBA annula le Shooting Stars, peut-être parce que la team Bosh avait pourri tout le suspense. Là, on se rapproche du présent avec le concours de dunk 2016. Phew, ce truc était carrément dingue. Le duel entre Aaron Gordon et Zach LaVine a juste atteint des sommets. Ce n'était pas humain, la créativité de l'ailier fort versus la finesse et la détente de l'arrière. Des dunks par-dessus une mascotte en overboard versus des windmills de la ligne des lancers francs. Impossible de départager ces deux candidats dans le temps imparti, ce qu'ils faisaient était trop beau. Franchement, on voulait pas que ça s'arrête et leur sort devait se dessiner sur un dunk bonus en overtime. Au final, grâce à un rider ligne des lancers francs, c'est Zach LaVine qui s'en est sorti avec la victoire. Franchement, c'est rare que je sois un partisan de ce genre de bail, mais exceptionnellement, ce concours de dunk aurait dû se terminer avec 2 vainqueurs selon moi. Vous vous rappelez du tout début de la vidéo, quand on évoquait le record de Wilt Chamberlain avec ses 42 points qui a tenu pendant 55 ans. Eh bien s'il a tenu pendant 55 ans et pas 56, c'est qu'il a été battu bien sûr. Et ouais, en 2017, Anthony Davis a marqué 52 points. Ouais, il a tout explosé. Mais personnellement, je trouve que cette marque a bien moins de valeur que celle de Wilt dans les années 60. Ouais, parce qu'en 2017, le match des étoiles était déjà devenu une mascarade pour moi. Une espèce de cirque dans lequel les joueurs semblent davantage vouloir s'amuser que de repartir avec la victoire. C'est ainsi que tous les mecs de l'Ouest ont servi AD pour qu'il pète tout et remporte le trophée de MVP devant son public de la Nouvelle-Orléans. Bon, quand je dis tous les joueurs, peut-être pas quand même. Aux côtés de Davis, Russell Westbrook a aussi bien performé avec un total de 41 points. Ouais, les mecs ont mis 93 points à eux deux. Lors de cette rencontre, en fait, la sélection Ouest a gagné 192 à 182. 374 points en cumulé, soit le All-Star Game le plus prolifique de l'histoire en termes de scoring. Dites-vous bien qu'il n'y a même pas eu besoin de prolongation pour arriver à un tel résultat. Vous comprendrez donc pourquoi, à mon sens, ces performances de points ne signifient pas grand-chose. L'esprit de compétition semblait aussi invisible que la défense. Mais bon, au moins en termes de chiffres, vu que c'est un record, cette performance d'AD méritait au moins d'être évoquée. Enfin, voici l'heure du dernier moment que l'on abordera dans la vidéo d'aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai déjà dit, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Du coup là, pour terminer, je vais parler du concours à 3 points. À 22 ans, il a battu le record de points marqués de l'histoire du contest avec 28. Bon, faut dire aussi que pendant très longtemps, il était impossible de mettre plus de 30 points dans ce concours, c'était le max. Depuis quelques années, il y a davantage de money balls et on peut aller jusqu'à 34, alors forcément ça aide pour faire des perfs. N'empêche que même selon les règles de l'époque, Booker aurait fait un score de 25 sur 30, soit autant que Hodges en 1991 ou Capono en 2008.
suite. Le score de l'arrière des Suns a beau être sur 34, il n'en reste pas moins historique. Voilà pour ce qui est de ce All-Star Weekend, voilà pour ce qui est de ce 3e barbershop. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que j'ai voulu démontrer dans cette vidéo. Le All-Star Weekend est vraiment un moment culte de chaque saison en NBA. Et pourtant, je n'aime pas ce qu'il est en train de devenir, surtout le match du dimanche en fait. Aujourd'hui, la sélection et l'étoile dans le palmarès semblent avoir plus d'importance que le match en lui-même, c'est dommage. Ben ouais, j'adorais ces rivalités Est-Ouest qui avaient tant de sens à l'époque. Aujourd'hui, avec les nombreux transferts, mais aussi le système de draft par capitaine, ça ne veut plus rien dire. À quand un All-Star Game États-Unis contre le reste du monde? Franchement, je serais chaud. Cette année, sur 24 joueurs sélectionnés, il y a 9 joueurs internationaux. Il y aurait moyen de faire un truc, non? Avec un tel système, les équipes resteraient les mêmes chaque saison et j'ose espérer que les rivalités reviendraient. Bah ouais, à part naturalisation, et encore je suis même pas sûr que ça pourrait arriver, ce serait fini ces mecs qui chaque année passent d'une conférence à l'autre. Puis je suis sûr que les internationaux seraient bien contents de battre les Quinry à leur propre jeu. Et je pense que la première fois où ils perdront, les US reviendront le couteau entre les dents lors de l'édition suivante. Alors c'est pour quand un tel truc? Je suis peut-être utopiste, mais vu le cirque qui est devenu le All-Star Game, ce serait idiot de ne pas tenter des trucs. Bon, en même temps, des trucs ils en tentent, hein, parce qu'il va y avoir de nouvelles règles cette année. Un système de victoire par carton, un hommage un peu bizarre à Kobe, perso je trouve ça un peu chelou. Pour être honnête, je suis pas vraiment convaincu et il y a que le côté caritatif qui me plaît plutôt bien. Mais bon, avant de trop critiquer, je vais voir ce que ça donne dimanche. J'espère vraiment qu'on verra de belles choses, parce que bien sûr, j'ai envie de kiffer, mais j'ai aussi envie de savoir que vous avez kiffé. Alors ne manquez pas ce All-Star Weekend à Chicago, ça commence dès ce soir. Bien sûr, moi je louperai pas ça, et même si je suis très critique, je ne peux pas cacher que j'ai hâte. Sauf qu'avant ça, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, ce sont les résultats du concours avec Basket le Mag que j'annonce aujourd'hui. À l'occasion de la sortie de leur numéro de février, ils offraient à 2 d'entre vous un abonnement découverte de 3 mois. Franchement, vu la qualité du mag, c'est un beau cadeau. Sauf que bon, j'allais pas vous faire gagner ça si facilement. Donc pour ne pas changer la tradition, j'avais posé une question. Fallait y répondre juste et à ma très grande surprise, vous avez été une majorité à vous planter. Sur un total de 250 participations, il y a eu moins de 40 bonnes réponses. En plus, j'avais épinglé un com pour vous aider. Mais bon, je pense que certains ont mal interprété la question alors que moi, elle me semblait claire. Je ne demandais pas combien Shaquille O'Neal avait connu d'équipes dans sa carrière. Je ne demandais pas non plus combien de fois Shaquille O'Neal avait changé de team. Ce que je demandais, c'était le nombre de fois où il avait changé d'équipe via un trade en NBA. Je l'avais bien dit pourtant, et la bonne réponse c'était 3. De Los Angeles à Miami, de Miami à Phoenix, puis de Phoenix à Cleveland. Les autres fois, à Los Angeles et à Boston, c'est en tant que free agent qu'il avait été signé. Ce ne sont pas des transferts donc. Bref, quoi qu'il arrive, parmi les rares bonnes réponses, les 2 noms qui ont été tirés au sort sont Maël Risbourg et QQ, joli pseudo. À partir d'aujourd'hui, vous avez une semaine pile poil pour me réclamer votre dû. Vous pouvez le faire soit en message privé sur Instagram, soit en m'écrivant à l'adresse mail contact que vous trouverez dans la description. Je vous expliquerai comment faire, comment valider votre abonnement dès que j'aurai des nouvelles de vous. Les autres, pas de panique, je vous conseille d'aller voir sur Insta parce qu'en ce moment il y a un autre truc à gagner et surtout les concours de ce type, il y en aura d'autres dans les prochaines vidéos YouTube. Alors pour ne pas les manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Lisa Dufont a à vous dire. Salut, c'est Lisa Dufont, abonnez-vous à la chaîne du 6ème homme. Lisa Dufont, vous connaissez? À seulement 17 ans, elle a déjà un rôle très intéressant chez les Déferlantes de Nantes. Après avoir gagné la médaille de bronze lors de la Coupe du Monde 3-3 U18 l'été dernier, elle cherche désormais à se faire une vraie place chez les pros. Lors de son dernier match face à Montpellier, elle a joué 11 minutes, soit son plus gros total de la saison. Même si au final elle n'a pas eu l'occasion de scorer, cela reste de très bon augure pour la suite de sa carrière professionnelle. On lui souhaite énormément de courage pour la suite et vous go la follow pour lui donner de la force. Puis bon, n'oubliez pas, comme elle le dit aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Et tant qu'à faire les choses bien, activez la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien louper, ce serait bête. Bref, pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une excellente interview maison d'Adam Mokoka. Suite à son record exceptionnel de 15 points en 5 minutes, il se confie au micro de nos reporters pour débattre de façon aussi subjective que passionnée avec les fans les plus hardcore de la commu. C'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Bien sûr, je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, je compte sur vous pour me mettre un énorme pouce bleu. Ça permettra à la vidéo d'être mise en avant et de m'aider à atteindre mon objectif de vivre un jour de YouTube. Ce serait tellement cool en vrai. À très vite.